bonjour, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve dans votre émission Entretien avec. Alors, vous savez qu'au moment de l'enregistrement de cette émission, nous sommes en plein mois de Ramadan. C'est donc avec une grande satisfaction, une grande joie que nous nous retrouvons ici au sein de ce grand temple du savoir qu'est l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, notre invité du jour s'appelle Dr Madame Amael Diop. Elle est enseignante chercheure à la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Sagna. Merci d'être venu à l'université pour me rencontrer. Je te dis le bienvenu. Sois le bienvenu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans ce temple du savoir. Tout à fait. Voilà, comme vous avez fait ma présentation, c'est Dr Amael Diop. Donc, je suis enseignante-chercheur. Tout à fait. Dans cette faculté, la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. D'accord. Alors, vous êtes donc enseignante et donc professeur. Et alors, vous êtes consultante, n'est-ce pas, en droit humain, en genre et leadership. Vous travaillez avec plusieurs, n'est-ce pas, ONG et donc associations, donc en faveur, n'est-ce pas, des droits des femmes, n'est-ce pas, aussi bien sur le plan national qu'international, notamment donc des institutions donc ONU tels que donc le programme des Nations Unies pour le développement, mais aussi donc ONU Femmes et entre autres. Alors vous êtes lauréate, n'est-ce pas, de plusieurs donc choses. Donc on va en parler dans cet entretien. Alors professeur, moi ma première question est de savoir comment vous vivez, n'est-ce pas, cette période, n'est-ce pas, du mois béni de Ramadan en tant que femme musulmane, bien sûr. Bon, comment je la vis? Je pense que je la vis comme toutes les femmes sénégalaises. Vous savez, le Ramadan, c'est une obligation, donc ça fait partie des piliers de l'islam. D'accord. En tant que musulmane, donc on est aussi dans l'obligation de respecter donc cette recommandation-là. Donc c'est pas facile, mais on la vit, on essaie de gérer et voilà, ça se passe très bien. Voilà. Ça se passe très bien, donc en votre qualité, n'est-ce pas, d'enseignant-chercheur déjà à la faculté. Vos relations d'abord avec les étudiants. Dites-moi comment ça se passe ici donc avec vous. Bon, ça se passe très bien. En toute vérité, M. Sagna, moi, j'ai de très bonnes relations avec mes étudiants, parce que je pense que on est, vous l'avez dit tout à l'heure, dans un temple du savoir. Donc, c'est le rendez-vous du donnant et du recevoir. Donc, je donne, je reçois en même temps par rapport à mes étudiants. Et voilà, l'enseignement, c'est une passion en fait pour ma part, parce que j'aime vraiment enseigner. J'aime vraiment donner du savoir. J'aime voir aussi en retour que vraiment mes étudiants sont satisfaits du travail que je suis en train de faire, sont satisfaits de mes cours, sont satisfaits des explications que je leur donne. Et à la fin, quand je vois vraiment les étudiants réussir, je me dis, voilà, au moins, tu as réussi à faire une partie de ta mission, qu'ils puissent vraiment passer leurs examens, et cela dans de très bonnes conditions. Donc, en ce sens, je pense que l'enseignement, pour moi, c'est une passion, donc c'est une vocation. C'est quelque chose que j'aime faire. Et j'aime le faire bien. Comment vous organisez justement? Oui, vous savez, concilier la vie professionnelle et la vie familiale pour une femme, c'est assez compliqué. Mais c'est une réalité qu'on savait déjà avant d'entrer dans l'enseignement. On savait que ce ne serait pas facile. Ce serait très difficile parce que c'est un monde très prenant. Mais quand même, je pense qu'on arrive à s'organiser. On arrive vraiment à créer une sorte d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie de famille, qui fait que, voilà, souvent, on est, par rapport à nos responsabilités, on est là, on essaie vraiment de travailler, d'avoir des résultats, aussi bien à la maison qu'à l'université. Alors, je le disais tantôt, vous êtes engagé, n'est-ce pas, au-delà même de l'enseignement, vous êtes engagé un peu dans plusieurs choses, notamment donc, les structures internationales dont je viens de vous parler. Alors, professeur, dites-moi, qu'est-ce qui explique tant d'engagement de votre part? Vous savez, moi, par rapport à l'engagement, comme l'enseignement, l'engagement est une vocation en fait. D'accord. Je me suis engagée très tôt quand même par rapport aux droits humains, mais surtout par rapport aux droits des femmes et des jeunes filles. Parce que quoi qu'on puisse dire, la réalité est que ces femmes-là et ces filles-là
constitue aujourd'hui une couche assez vulnérable, donc qui subit beaucoup de discrimination. Donc ça fait qu'à un certain moment, étant très jeune, donc je me suis engagée dans les mouvements associatifs. D'accord. Oui, dans les mouvements associatifs. Donc à l'université aussi, je m'étais engagée. Mais en fait, cette prise de conscience, elle a beaucoup évolué avec le temps. D'accord. Donc elle a évolué par rapport à des axes bien déterminés. Donc c'est en ce sens que souvent, voilà, on me taxe souvent même de féministe par rapport donc à cet engagement-là. Mais moi, je juge que voilà, je suis aussi dans un environnement où je pense qu'apporter une pierre à l'édifice, ce serait bien par rapport donc aux droits des femmes et des jeunes filles dans la généralité. Alors, de l'université, sinon de l'enseignement à ces grandes instances ou bien à ces grandes structures nationales qu'internationales, alors cela fait de vous une femme leader, il faut le dire comme ça. Selon vous, quels sont les critères, n'est-ce pas, pour donner cette véritable définition de la femme leader? Vous savez, déjà la femme, juste la femme, elle est leader. Oui, c'est-à-dire avant même d'identifier la femme à ce qu'elle fait ou à ce qu'elle ne fait pas, en tant que femme, elle est leader. Ah, il faut les respecter en plus, selon moment. Voilà, donc cette leadership, elle est déjà naturelle. Vous voyez un peu. Maintenant, certes, chacune de nous est dans son domaine. Chacune de nous, quand même, essaye d'exceller dans son domaine et de voir dans quelle mesure on peut apporter, je l'ai dit tout à l'heure, quelque chose, c'est-à-dire un plus-value par rapport donc, au vécu de ces semblables, à savoir les femmes et les filles. Tout à fait. Maintenant, pour définir une femme leader, donc, pour moi, le leadership, c'est à deux niveaux. Je l'ai dit tantôt, c'est à la fois naturel, inné, mais on peut aussi, au fil du temps, au fil des années, vraiment acquérir ce leadership en soi. Oui. Maintenant, est-ce que je suis leader? Bon, je ne saurais me le dire. Mais ce que je comprends parfaitement est que souvent, il y a beaucoup de personnes qui adhèrent à ma cause. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent avec elles à travailler, à aller dans le sens où je veux moi. Donc je ne sais pas si dans ce sens on peut dire que je suis leader ou pas, mais déjà moi je me considère même en tant que femme, juste femme, étant vraiment leader, avant de convoquer d'autres statuts, quelque chose comme ça. Alors, professeur, vous militez, n'est-ce pas, en faveur des femmes, vous l'avez dit, donc vous défendez les droits des femmes. Aujourd'hui, on va faire un peu le point un peu sur la situation des femmes au Sénégal et même un peu partout en Afrique et dans le monde, surtout au Sénégal. Comment vous voyez un peu la situation des femmes? Bon, quand on parle des femmes, je l'ai dit tantôt, quand on parle des femmes, c'est-à-dire, on a tendance à voir que, c'est-à-dire, les gens, ils voient peut-être que cette femme-là, elle est une personne à part de la société. Tout à fait. Or, elle fait partie de la société. En fait, c'est-à-dire, la femme fait partie de la société. Donc, non, pour ma part, il ne doit pas y avoir une distinction, oui, femme, homme. Non, elle fait partie de la société. D'abord, il faut que les gens le comprennent. Elle fait partie de la société, elle est agent dans la société, donc elle a sa place dans la société. Maintenant, cette place, certes, souvent, elle est usurpée, cette place, souvent, elle est remise en cause. Voilà, par des actes, par des faits, souvent que nous ne maîtrisons pas. Ça, c'est la réalité. Maintenant, si nous en venons à la femme sénégalaise, moi, je la trouve très battante. D'accord. Je la trouve très engagée. Je la trouve très intelligente. Parce que, nous, comme j'ai l'habitude de le dire, la femme, elle est mère. La femme, elle est épouse. La femme, elle est agent social. Absolument. Et ici, au Sénégal, les femmes ont tendance à jouer ces trois rôles-là. Et c'est pas facile. C'est pas facile de jouer ces trois rôles-là. Donc, vous voyez un peu par rapport à vraiment cette responsabilité qu'a la femme dans notre société. Maintenant, cette place, comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent, elle n'est pas la place qu'elle devait avoir. Non. Parce que, vous en voulez plus encore? C'est pas qu'on en veut plus, mais on veut déjà notre place, la place naturelle que nous avons dans la société. On la veut d'abord. Maintenant, vouloir plus, c'est quoi vouloir plus? Si c'est exiger nos droits, c'est quoi vouloir plus? Si c'est vouloir participer à l'économie de notre pays, c'est quoi vouloir plus? Si c'est vraiment essayer d'exister. Vous parlez d'autonomisation des femmes? Ben oui, il le faut, c'est important. C'est important parce que je l'ai dit tout à l'heure, je dis la femme est un agent social. Il faut que nos États comprennent une chose. Tant qu'ils ne considèrent pas la femme comme partie intégrante du développement de notre pays, on ne peut pas se développer. C'est pas possible. C'est-à-dire le développement passe impérativement par l'implication des femmes au niveau de l'économie. Tout à fait.
je ne parle pas de la politique, je parle de l'économie. C'est important cette autonomisation financière. Et il faut vraiment qu'on y mette l'accent. D'accord. Alors, il y a aussi autant de difficultés auxquelles les femmes sont confrontées quand je fais allusion un peu aux difficultés d'accès, n'est-ce pas, des terres. Il y a certains faits socio-culturels qui sont là, tels que l'exclusion et aussi des mariages précoces, entre autres. C'est assez difficile aujourd'hui. Comment vous voyez un peu ces donnes qui sont véritablement des obstacles, n'est-ce pas, pour l'émancipation des femmes? Oui, comme vous venez de le dire, nous avons vu aujourd'hui que les femmes, en fait, je ne dis pas qu'elles n'ont pas accès à la terre, mais souvent, même l'accès donc, à cette terre-là, elle est un peu remise en question. Pourquoi une femme devrait avoir accès à la terre? Moi, je pense que ça, c'est des réflexions qu'on devrait cesser. Il n'y a pas lieu vraiment de faire ce genre de réflexion. La femme, je l'ai dit tantôt, est un être à part dans la société. Elle a des droits. Quand vous allez au niveau de la Constitution, on ne fait pas une distinction entre la femme et l'homme. On dit le Sénégalais, la Sénégalaise, point. Donc, du coup, elle a droit à l'accès à la terre. Ça, c'est une évidence. Maintenant, comme vous venez de le dire, les pesanteurs socio-culturels font que souvent, voilà, tout ça, c'est remis en question. Oui, la femme sénégalaise, certes, elle est dans beaucoup de difficultés. Mais moi, je pense que ces difficultés sont dues une partie quand même à la société. D'accord. Parce que c'est la société elle-même qui distribue les rôles. C'est la société elle-même qui crée donc cette difficulté-là. Mais quand même, je pense que de plus en plus, elles ont conscience que oui, il faut vraiment se battre. Oui, il faut faire bouger les choses pour vraiment qu'il y ait un changement. Et un changement assez radical quand même, parce qu'il est important que la femme puisse s'épanouir dans sa propre société. Oui, il est vrai maintenant que, surtout après l'avènement le régime d'Abdoulaye Wade, nous avons vu de plus en plus, n'est-ce pas, des femmes, n'est-ce pas, occupées de hauts postes. Au Sénégal, nous avons connu Mme Madior Boye, qui était Premier ministre, n'est-ce pas, et entre autres. Et auparavant, je pense qu'il y avait Mme Dioro Ndiaye qui était là, voilà, et qui ont occupé vraiment de hautes fonctions, au-delà d'être même professeur à l'université. Et Mme Dioro Ndiaye a eu à occuper de très grandes fonctions ici, n'est-ce pas, au Sénégal et un peu... voilà, dans le monde. Et après, voilà, de ce régime, après, il y a Macky Sall aussi qui est venu avec des femmes. Autant dire qu'aujourd'hui, les femmes, elles ont leur place aussi. Oui. À l'Assemblée nationale, on a vu donc des femmes qui sont présentes. Avec la loi sur la parité. Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'avènement d'Abdoulaye Wade, il y a Macky Sall, le président Macky Sall aussi, donc qui ont essayé de faire un effort. Pourquoi? Pour vraiment qu'il y ait des femmes, la propagande des femmes, la visibilité des femmes et tout. Mais si vraiment vous voulez mon opinion, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses quand même qui reste à faire. Oui, tout à fait. D'accord, moi je suis d'accord il y a eu une promotion quand même de certaines femmes. On a vu une femme Premier ministre qui n'était jamais arrivée au Sénégal. Donc l'histoire va retenir. On a eu une femme ministre de la Justice, ce qui n'était pas arrivé au Sénégal. L'histoire va retenir. Mais moi je pense qu'on peut aller loin encore et encore. Oui, parce qu'il y a des femmes quand même qui ont vraiment un background assez intéressant, qui peuvent avoir des responsabilités et qui peuvent les conduire et obtenir des résultats. Donc pourquoi pas quand même essayer de faire la propagande de toutes ces femmes-là. Vous venez de parler du professeur Ndioro Ndiaye, vous venez de parler de Mamadou Boye. Oui, c'est des modèles. Vous voyez un peu, mais moi je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi vraiment capables, donc qui ne demandent qu'à être au niveau national ou international pour prouver un peu vraiment ce qu'ils peuvent faire pour leur pays et pour leur communauté. En tout cas, ça a été donc prouvé scientifiquement et vraiment ça a été démontré également. Les femmes sont impliquées, si elles sont impliquées dans des projets, la plupart ça réussit. Alors, professeur, tout à l'heure dans les présentations ou dans la présentation, j'ai dit vous militez en faveur, n'est-ce pas, de la défense des droits des femmes. Aujourd'hui, les droits des femmes sont-ils respectés? Voilà. Bon, dans la globalité, on peut dire oui. On est d'accord. Mais on peut noter également de notre côté qu'il y a des améliorations à faire.
Ah oui, ben oui. C'est-à-dire, moi je suis un peu gênée quand on parle, est-ce qu'il y a un respect des droits des femmes? Oui. On ne parle jamais s'il y a un respect des droits des hommes. C'est ça le véritable souci que j'ai. Si, on en parle, puisqu'on parle de respect des droits humains. Mais c'est ça, en fait. Oui. C'est-à-dire, voilà, moi, je voudrais vraiment... C'est-à-dire, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de tout à fait normal que les droits des femmes puissent être respectés. C'est-à-dire, la normalité est que ces droits ne puissent pas être respectés. Non, on le parle parce que souvent, elles sont victimes de beaucoup de... Voilà, de beaucoup d'injustices. Oui. Non, il y a la discrimination, il y a l'injustice et tout. Elles sont victimes d'énormément de choses qui font même parfois qu'elles sont freinées dans leur élan même de participer donc à la cause sociale ou à la cause politique. Je donne juste un exemple. Vous voyez, quand on nous parle par exemple de l'article 196 du Code de la famille, refus de paternité, ou quand on parle de l'autorisation parentale pour les femmes qui ont des enfants et que les enfants doivent voyager. Vous voyez un peu, ça c'est des discriminations, pour ma part, sur lesquelles vraiment ça ne devrait pas exister en 2023. Parce que quand même, c'est ahurissant de voir ces genres de discrimination-là. Mais voilà, moi, je me dis, ce qu'on peut faire, c'est quoi? Par rapport à certains textes que nous avons au niveau de notre Code de la famille, donc qui vraiment discriminent totalement la femme, pourquoi ne pas s'asseoir autour de la table, essayer d'en discuter, de trouver des solutions? Parce que derrière, il y a des conséquences désastreuses. Très désastreuse par rapport à ce que j'ai dit, l'autorité parentale ou par l'autorité maritale ou par rapport à l'article 196 du Code de la famille, refus de la richesse de paternité. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles vraiment il faut mettre l'accent, essayer de trouver des solutions pour que ces droits-là ne puissent être plus bafoués. Et puis vos collègues à l'Assemblée nationale ont également eu à faire, n'est-ce pas, des travaux assez considérables, notamment donc la criminalisation, n'est-ce pas, des actes de pédophilie et également de viol. Et ça, c'est important. Oui, c'est très important. Oui, c'est une loi peut-être... Et c'est pourquoi on avait insisté un peu par rapport à la parité. Hein, donc, donc, ça aussi, c'est une véritable avancée. Aux femmes de mener vraiment aussi le combat. La parité aussi, je pense qu'elle est importante. Elle a beaucoup joué par rapport à la participation des femmes dans l'échiquier politique, quand même, osons le dire. Même si, moi, je me dis qu'elle ne devrait pas être limitée à des instances juste au niveau de l'Assemblée nationale. Donc on devrait vraiment étendre la parité pour qu'il y ait vraiment une éclosion du leadership féminin. C'est important aussi. Alors on a parlé des femmes leaders, des femmes qui sont dans les grandes instances de décision, des femmes au gradé de l'armée. J'en ai vu une femme colonel. Il y en a. Et voilà, donc du coup, pour dire aujourd'hui, est-ce qu'il faut... Nous nous acheminons, on va parler de politique, puisque nous nous acheminons vers les élections présidentielles, c'est en 2024. Faut-il s'attendre, n'est-ce pas, à une femme candidate, puisque il y avait eu dans le passé aucune femme, n'est-ce pas, qui est parvenue, n'est-ce pas, à franchir, n'est-ce pas, le cap du parrainage. Est-ce qu'aujourd'hui faut-il envisager, n'est-ce pas, voir des femmes candidates? Bon, je pense que dans l'histoire politique sénégalaise, quand même, il y a eu des femmes qui ont été candidates. Je me rappelle, il y avait Mariam Wanli. Oui, Mariam Wanli, qui était candidate. Il y a aussi Amsatou Sow Sidibé, avant l'avènement des parrainages. Oui, c'est vrai. Qui était aussi candidate. Donc, vous savez, comme je l'ai dit tantôt, les femmes ont compris qu'elles ne doivent plus jouer les seconds rôles dans la politique. Quand on parle de second rôle, c'est des rôles que les hommes leur attribuent, à savoir l'organisation, au niveau des meetings ou quelque chose comme ça. Elles ont compris l'apport qu'elles peuvent avoir, le poids qu'elles ont donc par rapport à toutes les décisions qui peuvent être prises dans le cadre de la politique. Maintenant, vous m'avez posé une question, est-il possible de voir une femme candidate? Oui. En ce sens, je suis un peu pessimiste parce que si on fait une observation donc aujourd'hui de l'échiquier politique, on ne retrouve pas véritablement une femme dans l'opposition. Oui. Il n'y a pas vraiment une femme qui s'impose, qui sort du lot, comme on dit. Il n'y en a pas. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, si nous observons et que si nous devons analyser, on ne pourra pas dire à 100% ou à 200% qu'on aura une femme. C'est la faute à qui, aux femmes ou bien candidate. Moi, je pense que ne parlons pas de faute. Ne parlons pas de faute. Parlons juste du climat, des circonstances. Vous voyez un peu. Parce que c'est assez lourd quand même, vous voyez. Parce qu'une femme, elle doit prouver doublement, triplement par rapport à l'homme.
Ça aussi, c'est un problème pour être accepté. Parlons aussi de l'autonomisation financière, parce qu'aujourd'hui, pour participer à une élection présidentielle, ça demande des moyens, voilà, ça demande énormément de moyens. Est-ce que cette femme-là ou ces femmes-là ont les moyens de porter une femme? Ça aussi, c'est des questions qu'on peut se poser. Aussi, par rapport à l'acceptation sociale. On l'a dit tantôt, nous sommes dans une société où nous avons vraiment des pesanteurs socioculturels, où nous avons la religion également. Donc, je ne dis pas que ça peut constituer véritablement des freins, mais quand même ça ralentit un peu. D'accord. Ça ralentit. Et quand je parle d'un ralentissement, je ne dis pas un ralentissement brusque, mais c'est un ralentissement donc assez lent qui fait qu'aujourd'hui, on ne retrouve pas vraiment, véritablement une femme de poigne donc, dans l'opposition qui nous fera dire qu'il y aura une femme à l'élection présidentielle de 2024. Est-ce qu'il faut s'attendre un jour à ce que le professeur Amael Diop soit candidate? Et je ne vous vois pas trop, n'est-ce pas, dans la sphère politique. Vous êtes plutôt dans le domaine de la recherche, de l'enseignement et donc est-ce qu'il faut s'attendre un jour, n'est-ce pas, à ce que le professeur présente sa candidature ou bien soit donc militant d'un parti politique? Vous savez, on définit la politique comme l'art de participer à la gestion de la cité. Moi déjà, je me dis que si c'est cette définition qu'on a, déjà je suis politique parce que je participe donc à la gestion de la cité, en tant que professeur, en tant qu'enseignante-chercheur. Oui, mais juste la politique... Oui, c'est-à-dire, bon, déjà je fais de la politique au niveau de là où je travaille, parce que comme je l'ai dit, si nous prenons cette définition-là, je suis dedans. Professeur, ne déviez pas ma question. Non, je dévie pas la question. Je dévie pas la question. Je vous réponds très sincèrement. Oui, d'accord. Donc, c'est ce que je dis en fait. Je dis si vraiment la politique c'est l'art de gérer la cité, quelque chose comme ça, de contribuer. Moi déjà, je contribue dans le cadre de mon travail. Maintenant, néanmoins, bon, c'est des perspectives qu'on n'explique pas, n'est-ce pas? Maintenant, vous parlez peut-être de la politique politicienne ou aller sur le terrain ou quelque chose comme ça. Bon, c'est des choses qu'on n'explique pas. Mais quand même, je pense qu'à l'heure actuelle, le focus est mis sur l'enseignement, sur la carrière, sur vraiment l'engagement que j'ai par rapport aux droits humains. Surtout, voilà, franchement, quand nous parlons des droits humains, pour ma part, je pense que le travail politique que je dois faire, c'est en ce sens. D'accord. Professeur, la politique, on va y rester un peu, puisque le temps qui nous est imparti est presque terminé, mais on va juste rester un peu dans le domaine de la politique. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, est-ce que véritablement, il y a cet engagement? Quelle analyse comparative, voilà, je me retrouve, quelle analyse comparative faites-vous entre, justement, les politiciens d'aujourd'hui et, n'est-ce pas, ceux, n'est-ce pas, d'hier? Ces pratiques politiques, puisque à l'époque on faisait, n'est-ce pas, on faisait de la politique par conviction idéologique. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est autre que l'idéologie en tout cas, ou alors on a tendance à aller vers le matériel, vers le bien, hein, donc un escalier, n'est-ce pas, un moyen, n'est-ce pas, pour arriver à ses fins. Aujourd'hui, quelle analyse vous faites, n'est-ce pas? Bon, l'analyse que je peux faire par rapport à ça, vous venez de le dire, la politique peut-être des années 80 ou des années 60 n'est pas peut-être la même politique que nous retrouvons aujourd'hui. Ça, vraiment, c'est un fait. C'est une évidence, c'est ce que nous constatons, nous tous. Donc, ce n'est pas quelque chose quand même qui nous est inconnu. Comme je viens de le dire tout à l'heure, M. Sagna, la politique, c'est l'art de participer à la gestion de la cité. Maintenant, c'est cette participation à la gestion de la cité qui est un peu biaisée de son contenu, en fait. Parce que quand on fait de la politique, on est au service du peuple. On est au service de quelque chose. On est au service d'une certaine idéologie. Donc, pour ma part, ça ne devrait pas être au service du matériel. Non. D'accord. Parce que, pour moi, c'est-à-dire vous avez choisi d'être au service du peuple. Vous avez choisi d'être au service d'une idéologie et des principes. C'est ça aussi la politique. Ce n'est pas le matériel, ce n'est pas les postes et consorts. Non. C'est être au service de quelque chose. Tout à fait. Maintenant, par rapport à quelque chose-là, bon, nous, aujourd'hui, bon, je ne dis pas que tous les politiques sont comme ça, mais il y a une certaine minorité quand même, voilà, qui est là et à qui on peut dire, écoutez, bon, voilà, vous faites de la politique, mais vous ne le faites pas pour des convictions, pas pour une certaine idéologie, mais vous le fête parce que tout simplement, derrière, peut-être vous attendez quelque chose ou vous voulez quelque chose. Oui, c'est ça, la réalité. Et puis cette violence aussi que nous notons, n'est-ce pas, dans la sphère politique. Aujourd'hui, professeur, quelle lecture en faites-vous? Est-ce que ce n'est pas dangereux même pour notre démocratie et même pour la stabilité du pays? Vous savez, j'ai
l'habitude de le dire, M. Sagna, la violence n'a pas sa place dans la société. Oui. La violence n'a pas sa place dans une société. Tout à fait. C'est-à-dire, il faut que les gens comprennent une chose. Quand on est en politique, on n'est pas des ennemis. On n'est pas des ennemis. C'est-à-dire, c'est des idéologies qui se décroisent. Ah, tout à fait. Je crois à une certaine chose, l'autre croit à une certaine chose. Mais ce n'est pas quelque chose en fait, sur laquelle les gens doivent se violenter. Non. C'est-à-dire, c'est un débat d'idées. Ce n'est pas un débat de muscles. Ce n'est pas un débat de violence à dire des choses pour vexer l'autre, pour dire du mal à l'autre. Non. C'est un débat d'idées et c'est un débat de programme. C'est un débat d'engagement. Tant que nous n'en faisons pas un débat d'idées, tant que nous n'en faisons pas un débat d'engagement, tant que nous n'en faisons pas un débat de principe, nous allons verser toujours vers cette violence-là. Tout à fait. Parce que, pour ma part, c'est la seule solution qui reste à ceux qui n'ont pas une idée, à ceux qui n'ont pas ne peuvent pas dérouler un programme, à ceux qui ne peuvent pas être au service des autres. D'accord. Voilà. Alors, professeur, la toute dernière question. Oui, allez-y. Alors, on va en parler. C'est justement, c'est lié, n'est-ce pas, à la paix et à la stabilité. Or, c'est l'instabilité, n'est-ce pas, qui règne, n'est-ce pas, dans plusieurs pays, surtout africains, le Mali, et à genoux, le Burkina Faso, et entre autres. Après, il y a la Libye. Une analyse et surtout, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait une paix durable finalement? Vous savez, comme je le dis souvent, on est entouré par une ceinture de feu. Oui. Dans ces pays-là, à un certain moment, il y avait la paix, il y avait la stabilité. Et pourquoi on se retrouvait avec cette situation-là? Et quand vous analysez, dans tous ces pays-là, on s'est retrouvé dans ces situations-là parce que tout simplement, c'est un problème politique. Oui. Soit il y a des élections qui ne sont pas organisées, soit c'est des élections, on n'accepte pas les résultats, vous voyez un peu. Donc, vous voyez la politique, comment ça peut créer des situations soit vraiment de stabilité. De mandat, voilà, c'est ça en fait. Tout est lié au niveau de la politique. Oui. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui au Sénégal, ce que nous devons faire, c'est quoi? Vraiment, nous remettre en question. Nous dire quelle est la priorité que nous avons tous. D'accord. Qu'est-ce que nous voulons, nous tous? Oui, nous voulons la paix. Bien sûr. Nous voulons la sécurité. Parce que ce qui est arrivé dans les autres pays, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver au Sénégal. Oui. Rien n'est impossible. Donc, il ne faut pas que nous soyons dans cette posture, oui, au Sénégal, rien ne peut nous arriver, on est dans un pays où les marabouts ou tel ou tel. Non. Non, la paix, elle se prépare. La paix, elle se travaille. Tout à fait. Et elle se travaille en période de paix, pas en période de guerre. Oui, tout à fait. Donc, vous voyez, il faut qu'on prenne conscience de ça. Et qu'aussi les politiques prennent conscience qu'une chose. Quelle que soit la personne qui est à la tête du pays, sa seule sacerdoce, c'est d'être au service du peuple sénégalais. Oui, tout à fait. Pas d'un parti politique. Merci. Merci, professeur. Voilà. Et ça, c'est important. Alors, nous arrivons au terme de cet entretien. Professeur, juste un dernier mot, un message, un mot. Si j'avais... j'ai un message, M. Sagna. Oui, allez-y. J'ai un message à l'endroit, surtout, on vient d'en parler, des politiques. Oui. Il vous regarde, vous regardez la caméra et ça passe. Oui. J'ai un message à l'endroit des politiques. Il faut qu'ils sachent une chose. Le Sénégal est une indivisible. Oui. Donc il faut tout faire pour garder cela. C'est important, une indivisible. Oui. Parce que là, je vois parfois des positions des gens du sud, du nord. Il ne faut pas qu'on puisse créer vraiment ces genres de différenciation. Oui. Il est important de tenir vraiment le Sénégal unique et dans sa généralité complète. Ça, c'est important. Mais de mettre de côté vraiment ces considérations qui peuvent nous amener justement à l'impasse. Voilà, c'est ça. C'est important. C'est important. Parce que ça commence vraiment à créer une sorte de tension sociale. Et ça, c'est mauvais pour la cohésion sociale. D'accord. Voilà. Ça, c'est le message que j'avais vraiment à l'endroit du pays. Professeur, merci. Merci, M. Sagna, de m'avoir invité à cette émission. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était donc votre émission Entretien avec. Nous avions comme invité Madame le docteur Amael Diop. Elle est donc chercheure enseignante à la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et également très engagée justement auprès de plusieurs structures nationales qu'internationales, notamment des institutions onusiennes telles que le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, mais aussi ONU Femmes. Elle a eu également, on aurait pu parler un peu, n'est-ce pas, de certaines distorsions, n'est-ce pas,
pas. Oui. Mais si, oui, Alain, ces distinctions sont assez importantes. Vous me permettez vraiment qu'elle en parle un peu? Oui, parce que... oui. Bon, en fait, j'ai été lauréate de plusieurs concours, notamment à Istanbul, notamment en Allemagne, mais aussi ici au Sénégal avec Codiciria. Voilà, sur toujours le genre, sur donc les droits humains. Tout à fait. Et voilà, ça m'a permis quand même je pense que c'est des endroits où vraiment la formation elle est très intéressante. D'accord. Et voilà, qui fait qu'aujourd'hui, bon, ça va, on essaie vraiment par rapport à, comment on appelle ça encore, aux connaissances que nous avons, par rapport à l'engagement que nous avons concernant les droits humains. D'accord. Ça va. Alors, merci beaucoup. Merci, c'est important de le préciser. Merci. Alors, merci à Ibrahima, donc pour justement la partie technique et à l'ensemble de l'équipe de Silo TV. C'était donc votre émission Entretien avec. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir.